Bonjour à toutes et à tous, Paul Gréati, enchanté, commercial chez ADEX. Je travaille essentiellement avec Olivier Coelho dans l'accompagnement patrimonial, mais également avec le service commercial en général. Donc, du coup, je vais rapidement vous présenter les activités d'ADEX et ensuite j'introduirai l'atelier du jour. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? ADEX, c'est un cabinet d'experts comptables à la base existant depuis bientôt 30 ans. Aujourd'hui, nous avons plus de 9000 clients actifs au sein d'ADEX pour 60 collaborateurs, répartis selon différents pôles d'activité. Dans un premier temps, nous avons le pôle d'activité dit entreprise qui accompagne le dirigeant et qui représente aujourd'hui 1500 clients actifs. Nous avons dans ce pôle d'activité les métiers comme l'expertise comptable, le commissariat aux comptes, la paie et les gestions sociales, l'assistance juridique, l'assistance administrative et les ressources humaines. Dans un second pôle d'activité, nous avons il est dédié à la gestion des revenus locatifs via des loueurs meublés non professionnels ou professionnels. Et aujourd'hui, il représente plus de 6500 clients. Pour ces deux pôles d'activité, nous avons un outil online proposé aux clients qui permet de rentrer petit à petit dans la digitalisation et qui rentre également dans le projet ADEX 2022. Et dans un troisième temps, nous avons le pôle d'activité basé sur l'accompagnement patrimonial, à travers des audits et des bilans qui sont là pour bâtir une stratégie efficace et sur mesure pour le client. Il faut savoir également que chez ADEX, il y a une complémentarité au niveau des services. Aujourd'hui, un client rattaché au pôle entreprise peut très bien avoir besoin un jour des services en accompagnement patrimonial, par exemple. Nos équipes commerciales, elles sont de 3, une par pôle d'activité, composée de 3 commerciaux. Dans le pôle entreprise, nous avons Josiane, Nathalie et Stéphane, qui analysent les enjeux clients, qui proposent un accompagnement personnalisé et qui coordonnent l'intervention de spécialistes. C'est-à-dire que s'il y a un besoin autre que dans le pôle entreprise pour un client, on va mettre en relation avec les personnes concernées dans les différents autres services. Pour le second pôle d'activité, nous avons Aurélie, Audrey et Fanny qui analysent et identifient les besoins du client, qui apportent au client de la sérénité dans ses démarches administratives et comptables, et également qui orientent le client vers les services adaptés. Et pour finir, nous avons dans le service patrimoine, Olivier, Joséphine et moi-même. Nous livrons des conseils sur mesure pour le client. Nous mettons en relation avec les experts concernés et bien sûr nous valorisons, optimisons et transmettons le patrimoine de notre client. Aujourd'hui, je vais vous passer la parole à Pauline Thibou, ici présente, huissière de justice à Grenoble, qui va vous présenter l'atelier du jour autour du recouvrement de créances et qui va également vous présenter la plateforme sefaire-payer.com. Donc voilà, merci. Merci. Bonjour à tous, Pauline Thibou, huissier de justice à Grenoble, étude BAI LDT. On a une étude à Grenoble, Bourgoin-Jallieu et Mézieux. Pourquoi vous parler du recouvrement? ADEX avait fait un atelier sur la facturation il y a quelques temps et j'étais entrée en contact avec Marignas pour lui dire est-ce qu'on ne parlerait pas aussi du recouvrement, parce que c'est bien beau de facturer, mais si on n'a pas l'encaissement derrière, ça peut poser problème. Donc le recouvrement fait partie vraiment intégrante du suivi de sa facturation. Il faut savoir que chaque année, les entreprises françaises renoncent à 56 milliards d'euros en moyenne de créances qui sont passées en perte parce qu'elles n'ont pas été réglées. Ces impayés vont être responsables de plus de 25% des défaillances d'entreprises. C'est des chiffres qui sont gros, 300 000 emplois, mais il faut savoir que c'est des petites entreprises. Ce n'est pas les gros qui vont être principalement impactés par ces problèmes de recouvrement, c'est des petites entreprises, des TPE-PME. Et vraiment, nous, on le voit notamment en recouvrement pour les URSSAF ou pour des caisses, où les personnes nous disent « mais je ne peux pas payer parce que j'attends le règlement de telle et telle facture, mon client a du retard, etc. etc. » Et en fait, l'engrenage se faisant, les organismes, notamment les URSSAF, n'attendent pas
que les entreprises encaissent les factures qu'on leur doit et donc peuvent se voir assigner en redressement judiciaire et derrière convertis en liquidation s'il n'y a pas de régularisation rapide. Les clients même de ces entreprises peuvent eux-mêmes aussi être en attente de règlement de leurs propres factures. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qui est responsable de nombre de défaillances d'entreprises. Donc ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Pourquoi est-ce que les créances ne sont pas recouvrées? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'impayés? Ce qu'on entend la majorité du temps, c'est oui, mais ça va me coûter combien de faire du recouvrement? Parce que déjà, on me doit de l'argent. Si en plus, il faut que je paye pour obtenir mon argent, c'est la double peine, ça va me coûter encore plus d'argent. Et donc, finalement, autant passer en perte. Et puis, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Donc, il y a vraiment le coût qui est un frein. Le manque de temps, parce qu'on est en chef d'entreprise... souvent la tête dans le guidon et puis on se dit bon bah tant pis, j'ai pas le temps de m'en occuper et puis après 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois après, on se dit bon bah tant pis, ça va être trop tard. On veut préserver la relation client, donc on n'a pas forcément envie par rapport à son client de lui envoyer des mises en demeure, de transmettre un service de recouvrement, voire d'envoyer un huissier parce qu'on veut préserver cette relation client, donc c'est vraiment un frein. Également après quand on est plus, quand on commence à penser à envisager un recouvrement, et notamment en recouvrement judiciaire, on peut avoir peur des longueurs des procédures. C'est effectivement, ça peut s'étaler sur quelques mois, il peut y avoir des contestations, on peut aller en justice, il faudra un avocat, pas d'avocat, enfin voilà, ça peut être un des freins aussi, et les incertitudes quand on chose de succès. Parce que on va se dire oui mais d'accord, je vous transmets le dossier, mais est-ce que vous allez réussir à encaisser? Voilà, donc il y a une incertitude par rapport à ça. Tout ça cumulé fait que clairement on a ces impayés qui persistent de façon assez importante. Les solutions, donc déjà pour prévenir au maximum les impayés, c'est déjà dans les conditions générales de vente de vos contrats, de bien... Bonjour. Donc déjà dans vos conditions générales de vente, de bien indiquer le process qui sera suivi. C'est-à-dire bien indiquer, voilà, vous avez votre facturation, que le règlement doit être fait à 30 jours, 60 jours, comptant, et que, à défaut, voilà le process qui sera suivi. Donc bien l'intégrer dans vos conditions générales de vente. Ensuite, de bien rappeler les échéances sur vos factures et les pénalités qui seraient dues en cas d'impayé. Et ensuite, une fois que la facture est envoyée, bien indiquer donc, sur la facture la date d'échéance. À la date d'échéance, si on n'a pas reçu le paiement, de programmer des courriers de relance et ensuite se mettre des repères à J+15 après la relance. On envoie une lettre recommandée avec un petit coup de téléphone, parce que les petits coups de téléphone, voilà, vous pouvez tempérer. Je vous ai envoyé une lettre recommandée, vous ne formalisez pas, mais par contre, il faut vraiment que vous fassiez votre règlement. Enfin voilà, ça permet de rééquilibrer un petit peu. Et ensuite, si encore après ça, vous n'avez pas de règlement 15 jours après, là, il faudrait transmettre à un professionnel ou engager une procédure judiciaire. La règle vraiment d'or dans le recouvrement, c'est que plus vous tardez à relancer, moins vos chances de recouvrement sont importantes. On le voit, là, on a un graphique qui le montre. Alors, il est hyper simple, mais c'est vraiment pour l'avoir à l'esprit. Plus vous allez attendre et vous êtes à plus de 30 ou 60 jours de relance, enfin, vos chances de recouvrement sont diminuées de moitié au moins, quoi. Plus vous attendez, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, quoi. Alors en fait, dans le recouvrement, on a deux phases. Traditionnellement, nous chez les huissiers et de façon générale dans les entreprises qui font du recouvrement, on distingue une phase amiable et une phase judiciaire. La phase amiable, ça va consister en l'envoi de courrier, des relances téléphoniques, des mails, des passages sur place, éventuellement aussi quand on a des créances un peu plus importantes. Et c'est vraiment fait par des personnes qui sont professionnelles du recouvrement. Quand vous déléguez à quelqu'un qui fait du recouvrement, en fait, il fait ça toute la journée. Donc, il a le discours, il est habitué aux réponses qu'on peut avoir en face. Il arrive à avoir des réponses qui peuvent être vraiment adaptées aux situations. C'est vraiment un métier. Donc, c'est important de voir que c'est vraiment par des personnes qui sont professionnelles. Et donc, il y a une nouvelle plateforme qui est en train de se développer en partenariat avec la Chambre nationale des huissiers, qui s'appelle sefairpayer.com. Et donc, c'est cette plateforme-là que je vais vous présenter, parce qu'elle a l'avantage d'être très simple et assez claire d'utilisation. Donc je vais pouvoir vous la présenter. Nous, on en est partenaire, mais il n'y a pas que nous, il y a plusieurs huissiers sur la région et puis en France qui sont partenaires de cette plateforme-là. Donc en fait, elle fonctionne par forfait. Donc
Ils ont plusieurs noms, donc Déclic, Impact, Commando. Et donc vous avez les différents tarifs. Donc les tarifs à chaque fois ils sont écrits à partir d'eux parce que la plateforme fonctionne soit en one shot on va dire, c'est-à-dire que vous avez un impayé, vous utilisez la plateforme. Si vous n'êtes pas abonné, vous payez 20 € pour le Déclic, 85 pour l'Impact et 109 pour le Commando. Si vous avez un abonnement qui est à 10 € par mois, vous payez ces prix-là pour chaque nouveau dossier que vous allez déposer. Parce que ça dépend après, il y a des entreprises qui ont vraiment des impayés récurrents, donc ça peut être intéressant d'avoir un abonnement. D'autres entreprises où ça va être plus ponctuel, donc il n'y aura pas forcément d'intérêt. Dans ces abonnements, donc dans ces forfaits, je vais vous les expliquer rapidement. Donc le premier, c'est celui qui est le moins cher, ça va être vraiment un courrier, un mail de relance. C'est soft en fait, c'est simplement de montrer votre client n'a pas payé, vous lui envoyez un courrier avec l'entête huissier. Déjà, ça lui montre que vous avez fait la démarche d'aller chez un huissier qui vous relance par courrier, par mail. Des fois, ça suffit en fait. Parce qu'ils se disent, ah mince, il rigole plus, c'est chez l'huissier, là quand même, il faut que j'arrête de rigoler. Et donc déjà, rien que ça, parfois, ça suffit. Donc voilà, c'est ça, vous lui signifiez votre intention, vraiment, c'est un signal fort de vous faire payer. Donc parfois, ça suffit, et ça, on peut le faire pour des fois pour des créances qui ne sont pas très élevées. Parce que justement, la personne, des fois, peut se dire, bon, bah pour 100, 150 €, il ne va pas me relancer, il va laisser tomber. Ah non, quand même, il a envoyé l'huissier. Bon. Donc là, il ne va peut-être pas risquer des frais supplémentaires, donc il peut réagir. Ensuite, le forfait au-dessus, Impact, ça va être là, déjà, on a 3 courriers de recouvrement qui sont en fait dans le discours et dans la formulation. Le premier va être très soft, ça va être un premier appel. Le deuxième, on va lui informer qu'il va être en suivi contentieux. Et le troisième, c'est vraiment une mise en demeure. Donc, l'intensité du propos va augmenter en fait suivant les courriers qu'on envoie. Donc là, ça montre vraiment le signal que là, par contre, il faut vous faire payer. Et là, nous, les courriers, ils sont vraiment... on a le premier qui part, le deuxième est programmé. Quoi qu'il arrive, il sort en automatique si jamais on n'a pas de paiement. Et le troisième, pareil. Donc ensuite, s'il y a un paiement, ils sont annulés, ils ne partent pas. Mais ils sont vraiment automatiques, c'est-à-dire que c'est pas si on y pense, on enverra le deuxième. C'est vraiment programmé. Donc vraiment, les 3 courriers partiront avec un... Et laps de temps entre les 3 2 semaines? C'est une dizaine de jours. Une dizaine de jours entre les 3. Le temps quand même de laisser la personne recevoir son courrier, pouvoir faire son règlement. Voilà. Et dans les courriers, on leur met que c'est sous 8 jours maximum. Et à vous, il le règle directement. Alors le client peut payer soit chez l'huissier directement, soit soit chez vous directement, peu importe. L'essentiel c'est que le paiement arrive, peu importe où est-ce qu'il arrive. Je crois, à ce stade-là, on n'est pas très regardant par rapport à ça. Ensuite, le forfait appelé Commando. Donc là, ça va être la même chose, mais en parallèle, on va faire des relances téléphoniques. Donc le téléphone, mine de rien, ça change quand même un petit peu la donne. Parce qu'il y a un discours, parce que là, ça peut prendre plus de temps aussi le téléphone. Il faut bien voir qu'on n'a pas les gens au téléphone forcément tout de suite, qu'il faut les rappeler, qu'il faut laisser des messages, qu'ils vont rappeler, etc. Donc c'est pas la même... c'est forcément un peu plus long, ce qui explique que ce soit aussi un forfait qui est un peu plus cher. Et là, c'est vraiment... là, c'est l'huissier ou un de ses gestionnaires du service recouvrement qui prend le téléphone et qui va secouer un peu la personne. Donc là, c'est le dernier stade du recouvrement amiable. Ensuite, on peut aussi passer, parce que ça, c'est ce qui existe par la plateforme, et vous pouvez aussi passer pour faire du recouvrement amiable sans plateforme, et passer directement, notamment chez un huissier, ou sur une entreprise de recouvrement quelconque. Mais alors, les entreprises de recouvrement, autres que les huissiers, ils vont globalement faire la même chose que sur la plateforme. Parce que cette plateforme, elle s'appuie sur des équipes qui bossent dans des boîtes de recouvrement, donc ça va être globalement le même boulot. Si vous passez directement chez un huissier sans passer par la plateforme, en principe, l'huissier va vous proposer des sommations de payer. La différence d'une sommation de payer par rapport à des courriers, c'est qu'on se déplace. Donc on fait un acte, on rappelle que suivant tel contrat, vous devez payer telle somme, que telle facture vous avez envoyée, que vous n'avez pas payé, etc. Et là, on se déplace. Donc déjà, le fait d'avoir un huissier qui frappe à votre porte pour vous réclamer votre argent, en première intention, ça fait quand même son effet. Mais bon, c'est forcément un peu plus cher. Voilà, ça va forcément ensemble. Et ça, on le fait souvent. Nous, je sais qu'à l'étude, on a des conventions type avec des seuils.
Voilà, par exemple, une créance de 0 à 300 euros, bah là, on fait qu'une mise en demeure. De 300 à 800 euros ou 1000 euros, on va être sur tel prix. De 1000 à 5000 et au-dessus de 5000, on a encore un autre prix. On plafonne à 300 euros au-dessus de 5000, je crois, si je ne sais pas précise. Ça vous coûte au moins ce coût-là, encaissement ou pas. Et après, il y a des honoraires d'encaissement quand on reçoit les paiements. Donc, ce n'est pas les mêmes tarifs que quand on passe par une plateforme. Mais là, c'est vraiment l'huissier en direct qui le gère, qui se déplace sur place, qui appelle le client. Voilà, c'est un peu plus poussé comme travail. Ensuite, une fois que la phase amiable est passée et qu'on n'a toujours pas de règlement, ou que la personne soit répond pas, soit nous dit oui je vais vous payer puis elle paye jamais, soit elle nous dit je vous paye en X fois puis elle nous fait un règlement puis pas le deuxième, puis la moitié du troisième, enfin voilà, c'est pas du tout suivi, on passe en phase judiciaire. Donc il ne faut pas hésiter à passer à la phase judiciaire, donc pour deux raisons. Déjà ça permet d'obtenir la condamnation pour passer par votre saisie si jamais vraiment parce que quand on en arrive à ce stade-là, il faut quand même imaginer que c'est un très mauvais payeur, c'est quand même souvent sur des créances qui sont importantes parce que la phase judiciaire ça coûte quand même de l'argent. Donc si c'est pour 100 euros ou 300 euros, on vous dira de pas le faire. Quand on arrive sur des créances qui sont à 1500, 2000, 3000, 10 000 ou j'en sais rien, là il ne faut pas hésiter. Et il faut vous mettre aussi en tête que peut-être que ce client, s'il a été mauvais payeur cette fois-là, c'était peut-être pas la première fois et que concrètement vous avez peut-être plus travaillé avec lui. Donc il n'y a pas de raison pour le travail que vous avez fait d'aller vous faire payer. Donc le but d'avoir une décision de justice, c'est d'obtenir ce qu'on appelle un titre exécutoire, donc une décision, qui permet derrière d'engager des saisies. Notamment pour tout ce qui est matière commerciale, on fait surtout des saisies sur compte bancaire. Et là, c'est ce qui va vraiment faire réagir les personnes, parce que quand bien même, des fois, ils nous disent « oui, mais il n'y aura rien sur mes comptes ». Oui, mais votre compte, il va être bloqué, votre compte, ça va faire des frais, etc., etc. Donc quand même, dans tous les cas, ça ne leur fait pas plaisir. Donc c'est vraiment la décision de justice qui permet de mettre en œuvre ces saisies-là. Sans décision, on ne peut pas le faire. Ensuite, le fait de passer en phase judiciaire et d'avoir votre titre, ça garantit votre créance. Il faut savoir qu'une créance commerciale, c'est une prescription de 5 ans, 2 ans quand on est envers des consommateurs, enfin, la relation professionnelle-consommateur. Donc c'est court en fait, qu'on ne se rend pas compte, mais ça va super vite. Et une décision de justice, c'est une prescription de 10 ans. Donc si des fois vous en faites aussi une affaire de principe, parce qu'on a des clients qui des fois en font clairement des affaires de principe, ils disent c'est pas grave, là ça marche pas, on recommence l'année prochaine, l'année suivante, jusqu'à ce qu'à un moment l'entreprise peut-être se redresse un petit peu de l'autre côté et puis qu'on arrive à obtenir. Et ça arrive. Quel est le délai que la justice prononce le verdict à partir du moment? J'y viens après pour vous l'expliquer la procédure justement. Donc celle qui est la procédure à privilégier, c'est l'injonction payée. Justement parce que c'est une procédure qui est rapide, surtout quand on va devant le tribunal de commerce, qui est très efficace. En principe, on dépose une requête et on a une ordonnance à peu près 8 jours après, 8 à 10 jours après. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne coûte pas très cher cette procédure. Donc le tribunal de commerce, bon, vous savez bien, à chaque fois qu'on leur demande quelque chose, ils nous font payer. Donc la procédure n'est pas gratuite devant le tribunal de commerce, mais elle n'est pas très chère, c'est 35 € pour déposer la requête. Et on n'a pas besoin de débat contradictoire, ce qui fait aussi qu'il n'y a pas besoin d'avocat. Parce que maintenant, même devant le tribunal de commerce, l'avocat est obligatoire au-dessus de 10 000 €. Mais pour déposer la requête, il n'y a pas besoin d'avocat. Par contre, si jamais la personne en face s'oppose, il pourra y avoir un débat contradictoire. Mais de base, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que le juge, il voit vos pièces, il dit oui, effectivement, la créance est justifiée, je condamne la personne en face à payer. Et ensuite, on a notre ordonnance. Ce qu'il faut par contre, comme le juge statue sur pièce, c'est qu'il faut vraiment montrer qu'il y a un vrai contrat qui existe. Donc il faut montrer au moins un devis signé avec des conditions générales de vente, c'est ce qui est l'idéal, mais on n'a pas toujours. Il faut à minima la facture, des courriers de relance, et si vous avez, et ça c'est ce qui marche le mieux, une réponse en face du client. Oui, effectivement, je vous dois, mais je vous payerai dans un mois, je vous payerai en 3 fois, etc., etc. Ça montre en fait que la personne en face, elle a reconnu qu'elle devait de l'argent, donc on ne va pas pouvoir lui dire, on ne pourra pas vous dire oui, mais peut-être qu'en fait il ne vous doit pas, ou peut-être qu'il conteste. Non, il a reconnu qu'il devait l'argent, mais que simplement il ne va pas payer tout de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc il faut que ce soit une créance contractuelle et que le montant soit déterminé. Voilà. Ça, c'est vraiment parce que juste statut sur pièce, donc il faut que ce soit hyper clair. Ensuite, donc on dépose sa requête avec tous les justificatifs. Il y a des formulaires. Nous, quand vous confiez le dossier à un huissier, l'huissier peut déposer la requête pour vous.
Sinon, vous pouvez trouver des formulaires en ligne sur les sites des tribunaux de commerce, formulaire requête d'injonction de payer, vous avez tout ce qu'il faut. Ensuite, la requête est déposée au tribunal, le juge va rendre une ordonnance dans laquelle il va condamner la personne, condamne la société X à payer à la société Y la somme de 5 000 €. En principe, il rajoute un petit peu d'intérêt et puis il rajoute un petit article 700 qui vise à dédommager des frais qui ont pu être exposés. Si on le demande, souvent le tribunal l'accepte, surtout à Grenoble. Et ensuite, une fois que l'ordonnance est rendue, là c'est obligatoire, il faut que vous donniez cette ordonnance, la requête et l'ordonnance à un huissier. Et c'est l'huissier qui va aller signifier l'ordonnance à votre client. Donc c'est-à-dire qu'il va aller la porter à connaissance, donc on va se déplacer sur place, on va remettre le document à votre client. À partir du jour où l'huissier a remis l'ordonnance au client, celui-ci aura 1 mois pour s'opposer. Parce qu'il peut ne pas être d'accord, parce qu'il peut dire non mais attendez, vous me condamnez à payer, mais vous avez fait n'importe quoi, c'est parce que je vous avais demandé comme service, comme fourniture, etc., etc. Il peut y avoir plein de raisons qui fait que la personne refuse de payer parce qu'en fait il y a un litige derrière. Donc il a quand même 1 mois pour contester. Si jamais il conteste, on va devant le juge en audience et le juge va rendre une décision qui va remplacer l'ordonnance. Là par contre il faudra se déplacer ou prendre un avocat pour vous représenter, etc. Et si le client ne conteste pas l'ordonnance, à ce moment-là, dans tous les cas, l'huissier aura renvoyé l'ordonnance avec son acte de signification au tribunal. Le tribunal attend 1 mois. Si en 1 mois, il n'a pas reçu de contestation, il appose ce qu'on appelle la formule exécutoire sur l'ordonnance. Et c'est avec cette formule exécutoire qui atteste qu'il n'y a pas eu de contestation qu'on peut engager des procédures de saisie. Donc c'est un petit peu technique, mais le schéma est assez facile à comprendre. Dans le dépôt de la requête, on inclut les indemnités de retard? Oui, tout à fait. On inclut, d'accord. Oui, parce qu'elles sont dans vos conditions générales de vente, elles sont prévues dans vos factures, et ça passe, hein, le tribunal les accepte. Hein. D'accord, on fait une facture à part d'indemnités ou on inclut les indemnités dans la facture initiale? En principe, on les met à part. À part. Ouais. En principe, on les met à part. On fait, je sais pas, vous pouvez même en mettre plusieurs. Hein. Vous avez 4 factures, vous avez 4 fois les 40 € d'indemnité de recouvrement. C'est 40 €, c'est prévu par le code de commerce, mais vous avez 3 factures et vous mettez 3 fois 40, 40, 40, et le juge, il n'y a pas de raison qu'il ne vous les accepte pas. Il peut vous accepter ça, plus des intérêts de retard, si jamais votre facture porte intérêt à partir de la date d'échéance. Voilà, il faut tout demander au juge, et surtout le tribunal de commerce, franchement, ils acceptent. Hein. Ils ne préservent pas particulièrement les entreprises mauvais payeurs. Donc, il ne faut pas hésiter. Pour l'article 700, du coup, vu qu'on ne sait pas à l'avance quels seront les frais engagés, souvent, l'article 700, on le prend quand justement vous avez un huissier ou un avocat. Parce que c'est pour vous dédommager des honoraires que l'huissier pourrait vous prendre ou que l'avocat pourrait vous prendre et qui seraient pas, qui du coup ne sont pas comprises dans vos factures et que c'est quand même des frais que vous avez dû exposer. Donc en principe, ça on le demande quand vous avez un avocat ou un huissier. Parce que ces frais-là, on ne peut pas le refacturer au client dans l'intégralité. Non. Non. D'accord. Sauf si une décision de justice le prévoit. Si la décision de justice le prévoit, c'est bon. Mais par contre, si vous demandez, pareil, une sommation de payer, elle va vous coûter 300 €, on n'a pas le droit de la demander à votre client. Ça reste à votre charge. Si jamais on a fait la sommation de payer, elle a coûté 300 €, et puis votre client n'a toujours pas payé, on dépose la requête et là on demande à ce que les 300 € soient mis à sa charge. D'accord. Et là, le juge, en principe, l'accepte. Ça peut arriver qu'il n'accepte pas, mais de façon générale, il les accepte. Voilà, et donc ensuite, notre fameuse plateforme sefairpayer.com prévoit aussi des forfaits pour des procédures judiciaires. Ils font de l'amiable, mais ils prévoient aussi les forfaits en procédure judiciaire. Donc on dépose son dossier et ses pièces en ligne, on paye la provision qui est demandée, et ensuite le dossier est transmis à l'huissier avec toutes les pièces, et c'est l'huissier qui va déposer la requête, qui va vraiment faire toute la procédure pour vous. Vous avez 2 types, c'est juste l'injonction et ensuite l'exécution. Forfait injonction, c'est simplement pour obtenir la décision de justice. Donc on dépose la requête, on signifie l'ordonnance, on obtient le titre exécutoire s'il n'y a pas eu de contestation, et on s'arrête là. Le forfait exécution, ça inclut une première saisie sur les comptes bancaires une fois qu'on a eu le titre. Voilà. Donc c'est gradué. C'est gradué, forcément c'est un peu plus cher parce que là on passe en phase judiciaire, donc il y a des actes qui sont tarifés, et il faut savoir que les huissiers n'ont pas le droit de faire l'avance des frais. C'est pour ça qu'il y a toujours une provision qui est demandée aux clients pour mettre en place ces procédures. Parce qu'on n'a pas le droit d'avancer les frais pour nos clients. C'est interdit en fait par notre tarif.
Donc voilà. Et pour conclure, il faut bien avoir en tête que le recouvrement témoigne de votre sérieux. C'est-à-dire qu'à un moment, vous fournissez un service à vos clients, ou vous leur fournissez des fournitures ou un service, peu importe. En fait, si vous ne vous faites pas payer, c'est que vous considérez quelque part que vous n'en valez pas la peine. Enfin, que c'est pas grave si vous ne payez pas. Alors que non, en fait, de vous faire payer, ça montre aussi votre sérieux et ça montre que vous avez fourni un travail de qualité qui mérite d'être payé. Donc, c'est vraiment un élément qui est important et à avoir en tête, en fait. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas payé si vous avez fait ce qu'on vous demandait de faire. Agir vite, vraiment j'insiste. Déjà parce qu'il y a des délais de prescription, mais au-delà des délais de prescription, c'est que si on attend 6 mois, 1 an avant de relancer, déjà ça fait pas très sérieux. Et puis en face, la situation peut avoir changé, la personne qui s'occupe des factures peut avoir changé, ils s'en rappellent plus, ils savent plus de quoi c'était, puis je trouve plus la facture, et puis ceci, et puis cela. Puis en fait, plus ça va comme ça, plus ça se délite, et moins on a de chance d'être payé. Et il faut aussi avoir à l'esprit que la relation client est vraiment au centre du recouvrement amiable. En recouvrement judiciaire, c'est différent parce qu'on est quand même en phase où on peut faire des saisies, etc. Donc on sait déjà que la relation client, bon, c'est pas dit que ça reparte, quoi. Par contre, en amiable, oui, parce que le but, c'est quand même de ne pas vous faire perdre le client. Donc on relance, mais dans le discours qu'on a, on essaye vraiment d'être à l'écoute des personnes, on peut leur accorder des délais de paiement, on peut accorder, voilà, on est vraiment nous l'intermédiaire entre celui qui veut son argent tout de suite et celui qui voudra jamais rien payer ou qui pourra jamais rien payer. Bon, on essaye de trouver un peu un équilibre entre tout ça et dans le but de préserver la relation pour que vous puissiez encore refaire des affaires derrière, parce que ça peut être une mauvaise passe, ça peut s'expliquer par des éléments extérieurs, par une conjoncture, voilà, il peut y avoir des explications. On fait l'interface, mais on est vraiment avec ça à l'esprit. Et donc pareil, que les procédures sont graduées, c'est-à-dire que la première relance, elle est vraiment soft, c'est un petit piqûre de rappel. Et quand on est en procédure judiciaire, là par contre, on rigole plus, quoi. Donc, c'est vrai, et entre les deux, il y a vraiment une graduation. Et après, au niveau des chances de recouvrement, il n'y a pas de statistiques claires là-dessus. Nous, ce qu'on voit dans la pratique, c'est qu'on a à peu près 70% de dossiers qui sont recouvrés. Donc, c'est pas 100%. C'est clair qu'il y a des fois où ça ne marche pas parce qu'il y a plein de raisons. Quand on est sur du particulier, on a des gens qui vivent à crédit, qui sont complètement surendettés et quand ils viennent vous voir, vous ne le savez pas. Donc voilà. Après, ils vous plantent, mais ils peuvent être avec 5 autres créanciers qui leur courent après, avoir des dossiers de surendettement. Voilà. Donc il y a vraiment des insolvabilités de personnes physiques qui existent et où ça peut être un peu compliqué. Des sociétés qui peuvent tomber en redressement ou en liquidation judiciaire. Donc forcément, une fois que la société de client est en liquidation judiciaire, ça va être compliqué d'obtenir quelque chose. Et voilà, et 70%, c'est à peu près la moyenne de ce qu'on arrive à encaisser. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Après l'injonction, vous parliez de l'exécution, on est assuré du résultat au niveau de l'exécution? Non plus. Et pourquoi? Parce que simplement, par exemple, quand on va faire une saisie attribution, là aujourd'hui on est le 5 mars, j'ai décidé d'aller faire une saisie attribution sur les comptes de votre client. Oui. Je ne peux pas savoir avant d'y aller s'il y a de l'argent en fait. Donc je vais faire ma saisie et la banque va me dire, voilà, il a tel compte qui est créditeur ou débiteur de X euros. Si j'arrive et qu'il y a 300 euros sur le compte pour une facture de 5000, j'aurai que 300, j'aurai pas 5000. Donc je ne peux pas être sûre que ça pourra marcher. Après je peux en faire une autre, plus tard, à une autre date. Mais un peu naïvement, on ne peut pas faire tomber l'entreprise en liquidation? Si, mais ça ne va pas vous assurer d'être payé. Ouais, mais au moins, vous avez fait votre boulot, quoi. Oui, mais alors c'est là où c'est justement le grand paradoxe, c'est est-ce qu'on exécute pour obtenir son argent, ou est-ce qu'on exécute en faisant une affaire de principe, en allant au bout et en mettant la société en liquidation. Et en fait, c'est là où il faut bien l'avoir à l'esprit, parce que plus on va faire des procédures, plus ça va vous coûter de l'argent. Et si on est dans l'esprit de se dire c'est pas grave, moi je veux le faire tomber en liquidation, il faut avoir à l'esprit que vous ne serez jamais remboursé de vos frais et que vous ne serez sans doute jamais payé. Donc ça va vous coûter plus cher et certes l'entreprise va être en liquidation, mais vous n'aurez pas plus votre argent. Et c'est là en fait où il faut arriver à faire la part des choses et peser en fait. Parce que pour mettre une société en redressement ou liquidation judiciaire, il faut prouver qu'il n'y a pas assez d'actifs pour couvrir, d'actifs pour couvrir son passif. Donc il faut aller prouver qu'il n'y a pas assez d'argent sur les comptes, que mobilièrement il n'y a aucun stock, aucune fourniture qui permettrait de couvrir la dette, qu'il n'y a aucune chance de recouvrement, en fait, il faut vraiment le prouver. Et que l'entreprise ne pourra pas se redresser. Donc pour faire ça, ça veut dire que vous n'avez jamais réussi à obtenir le moindre centime, sinon ça veut dire qu'il y a une chance, parce que même si vous récupérez, je
sais pas moi, on vous doit 5 000 €, vous récupérez un coût de 1 500, 2 000, 3 000, bah finalement, il y a quand même un peu d'argent pour vous permettre d'obtenir votre règlement. Donc pour aller à la liquidation judiciaire, il faut prouver vraiment que le recouvrement n'a pas fonctionné. Donc ça, on le fait, hein, on le fait régulièrement, mais c'est qu'il faut bien que vous ayez à l'esprit que d'une, ça vous coûtera tous les frais de justice qui resteront tous à votre charge et que vous serez très certainement pas payé. Donc c'est là où il faut arriver à peser. Et à un moment peut-être dire stop, oui effectivement on a fait 2 saisies, il n'y a rien du tout, on est allé au siège social, il se trouve que c'est le domicile du gérant, il n'y a rien du tout. Bon, est-ce qu'on continue ou pas? Et c'est ça, on ne peut pas le savoir malheureusement avant de commencer. Sauf si on sait que l'entreprise c'est une entreprise qui a pignon sur rue, on sait qu'il y a de l'argent, que c'est juste de la mauvaise foi, etc. Oui, là on va y aller, il n'y a pas de difficulté, mais quand on est sur des entreprises où on ne sait pas trop ce qui se passe, on entend que oui apparemment il a des difficultés avec d'autres, etc. On ne peut pas avoir la certitude que ça va marcher avant de commencer. D'accord. Chaque fois que vous présentez, vous regardez s'il y a sur le compte, one shot. Et après, s'il n'y a pas ce qu'il faut refaire. Est-ce qu'il n'y a pas une procédure qui permet de dire chaque mois, le tribunal décide, chaque mois vous donnez 1/10 de ce que vous devez? En fait, une sorte de saisie comme il y a sur salaire des fois pour un... Non, ça marche pas. Ça n'existe pas. Il peut y avoir, votre client pourrait prendre des engagements devant le tribunal en disant mais moi tous les mois je vais payer 1 000 € par mois jusqu'à l'extinction de la dette, ça fait en 6 fois, d'accord, très bien. Simplement nous ce qu'on va dire c'est si jamais le 1 000 € par mois n'arrive pas à bonne date, on ira faire une saisie sur le compte. Mais sur le compte, s'il y a 10 000 €, on prend les... Enfin, pas prendre les 10 000 s'il ne reste plus que 5 000 € sur la dette, mais on prendra la totalité et pas juste les 1 000 € qui lui manquent. C'est que vous n'avez pas respecté votre échéancier, donc la totalité devient exigible, donc on fait une saisie pour la totalité. Ouais. Mais on ne peut pas faire une saisie comme ça successive. On peut le faire par exemple sur des loyers, ça existe. Saisie de loyer, on peut faire des saisies entre les mains d'un locataire pour que tous les mois il nous paye les loyers au lieu de les payer à son propriétaire. Ça c'est des procédures qui existent. Donc tous les mois on aura une rentrée d'argent. Mais sur des comptes bancaires, c'est pas possible. En soi, ça pourrait l'être. Sauf que la personne, si elle sait que tous les mois, elle va avoir une saisie, elle mettra plus son argent sur son compte, en fait. J'ai une autre question. On parle d'argent, mais est-ce qu'il est possible de récupérer la marchandise qui a été livrée, qui n'est pas encore vendue par ce client? C'est-à-dire de dire, à un moment donné, je vais diminuer ma dette en reprenant la marchandise non payée. Oui. Mais de manière judiciaire, j'entends. C'est possible à condition que vos contrats le prévoient. Ouais. Il faut des clauses de réserve de propriété sur vos marchandises. Si vous avez des clauses de réserve de propriété sur vos marchandises, ça veut dire que tant que le paiement n'est pas intégralement payé, la marchandise vous appartient toujours. Donc à ce moment-là, il faut aller effectivement devant le juge, ça peut être le tribunal de commerce ou un autre juge, et vous demandez l'appréhension de votre marchandise. En disant, voilà, moi j'ai vendu... j'en sais rien, on le voit beaucoup sur les voitures, mais j'ai vendu une voiture, j'avais mis un gage, une clause de réserve de propriété dessus, jusqu'au paiement complet, la personne ne m'a pas payé, je veux récupérer mon véhicule. Et donc là, vous pouvez le récupérer, parce qu'il vous appartient toujours en fait. Donc ça c'est possible, ça existe. Et que par voie de justice? Oui. Oui. Après, à l'amiable, on peut le faire. De toute façon, à l'amiable, on peut tout faire. L'autre fois, on l'a fait pour une personne qui vendait des machines à café. Ils prêtaient des machines à café et les gens achetaient simplement les capsules. Et là, il se trouve que le client n'avait pas payé 3 mois de capsules. Donc nous, le fournisseur nous dit, allez récupérer la machine à café. Donc on a fait sommation à la personne de rendre la machine à café et de payer les capsules en retard. Mais il nous a rendu la machine, il a payé les capsules, après. Donc à l'amiable, on peut le faire. Par contre, j'aurais pas pu repartir avec la machine de force. Il m'aurait fallu une décision de justice pour pouvoir repartir avec. Donc la sommation à payer, ça reste une procédure à l'amiable. Oui, fait. oui. D'accord. Toujours. Sommation de payer, sommation de restituer du matériel, ça reste de l'amiable. Donc là, c'est un échange avec la personne en fait. C'est aussi à nous de lui faire comprendre, non mais là par contre, soit vous êtes de bon sens, vous le rendez vous-même, ça vous fait pas de frais, on n'en parle plus, vous passez à autre chose. Soit vous persistez, vous voulez pas rendre, vous voulez pas payer, mais derrière, vu les montants, vu la machine, vu ce que ça cause comme préjudice à votre fournisseur, c'est sûr qu'il va continuer la procédure et que ça va vous coûter. Et que vous allez nous revoir, etc. Mais la sommation, c'est à l'amiable. Ouais. C'est un intermédiaire entre les relances qu'on fait nous-mêmes et la mise en demeure en fait. Ça vient vraiment se greffer entre les deux. Ça vaut mise en demeure. C'est-à-dire que devant un tribunal, si vous avez fait par voie de sommation d'huissier, ça vaudra mise en demeure. Au tribunal, ça équivaut à la même chose.
Mais par contre, après, au niveau du délai, pour obtenir, si on veut faire une injonction de payer, le délai est toujours d'un mois d'opposition ou c'est plus rapide? Non, le délai d'opposition, il est toujours d'un mois. D'accord. Toujours. Ça, c'est une procédure judiciaire, on ne peut pas revenir sur les délais. Par contre, vous n'avez pas de délai pour déposer la requête. C'est-à-dire que vous faites l'opposition, si dans votre, vous faites une sommation. Si dans la sommation, on a dit que vous restituez la machine sous les 48 heures, ou vous me payez sous 48 heures, si la personne n'a pas payé, vous pouvez déposer votre requête 48 heures après, ou 2 semaines, 3 semaines, un mois après si vous voulez. Là, vous n'avez pas de délai. Ouais, d'accord. Mais pareil, toujours le plus vite est mieux. Mais, Question. Ouais. Les délais, tout à l'heure, ça parlait de délai par rapport à un impayé qui a un délai de fin après lequel on ne pouvait pas vraiment faire de recours. Oui, la Pour le prescription. particulier, c'était 2 ans, et les professionnels, c'était 5, c'est ça? Délai de prescription. Alors les délais de prescription, c'est toujours pareil. À l'amiable, on peut tout faire. C'est-à-dire que votre client, prescription ou pas, l'argent il vous doit en fait. Hein. Donc c'est pas parce que c'est prescrit qu'à l'amiable, on ne pourra pas demander le paiement. D'ailleurs, il y a des sociétés de recouvrement pour des crédits, mais des fois ils relancent pour des créances qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et les gens s'étonnent. On leur dit oui, mais cet argent, ok, on ne peut pas faire de procédure contre vous, mais pour autant l'argent vous l'avez eu, donc vous devez le rembourser si c'était un prêt ou pour une fourniture de service, c'est pareil. Donc à l'amiable, vous pouvez demander le paiement même si c'est prescrit. Par contre, si vous allez en phase judiciaire, ça passera pas. Le juge vous dira il fallait vous réveiller avant, c'est trop tard. Mais à l'amiable, oui, c'est possible. Mais bon, si derrière vous avez une personne qui est de mauvaise foi, ils vont vous dire allez-y, allez en justice, de toute façon c'est trop tard, c'est prescrit, et puis là vous ne pourrez rien faire. Et si on a des messages du client, soit par mail, soit par courrier, disant qu'il atteste, qu'il allait, ça peut être... Peu importe. Ça n'interrompt pas la prescription. Les seules choses qui peuvent interrompre une prescription, c'est un paiement ou un acte de procédure. Donc tant qu'on n'a pas de paiement ou d'acte de procédure, ça n'interrompt pas la prescription. Mais il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Hein. Ils font un peu miroiter, ils promettent qu'ils vont payer, etc., etc. Il y a toujours une explication et puis ils gagnent du temps comme ça et après hop c'est prescrit et puis ils le savent très bien. Enfin, je ne dis pas que c'est tout le monde, hein, mais ça se voit. Ça peut se voir. Et lorsque l'on est prestataire pour nous on a un cas actuellement, pour un gros groupe, est-ce que c'est pas le groupe qui doit se substituer pour payer? Il n'y a pas une règle comme ça où on a fourni du service à cette société via un maître d'œuvre et on ne peut pas se retourner vers le client final pour être payé qui lui-même après... Il faut toujours agir contre la personne avec qui vous êtes, qui est votre co-contractant en fait. Donc dans un cas comme ça, votre client ça va être le maître d'œuvre et à lui-même derrière de se faire payer par ses propres clients. Les propres clients l'ont payé, mais ils ne nous payent pas derrière. Donc j'avais entendu dire qu'on pouvait directement demander au client final. Ça dépend des contrats que vous avez. Ça va dépendre. Alors, de façon générale, de toute façon, la personne qu'on peut poursuivre, c'est forcément la personne avec qui vous avez contracté. Ouais. Vous n'avez pas le droit judiciairement d'aller demander le paiement à quelqu'un d'autre. Encore une fois, à l'amiable, on peut, hein. À l'amiable, on peut tout faire, j'ai envie de dire, dans la limite du raisonnable. Mais à l'amiable, vous pouvez très bien appeler celui au-dessus en disant, bon, là, par contre, j'ai un problème avec votre maître d'œuvre, il ne me paye pas, est-ce que vous l'avez payé, pas payé, qu'est-ce qui se passe? Puis des fois, vous pouvez avoir un petit peu d'explication. Sinon, ce qui existe, c'est des saisies encore, mais entre les mains de la personne au-dessus. C'est-à-dire que par exemple, ou même par exemple, votre client a lui-même un client qui lui doit de l'argent et vous le savez, vous pouvez court-circuiter et faire une saisie directement entre les mains de ce client-là qui vous payera la facture à vous plutôt que de la payer à son propre client. Ça, c'est des procédures qui existent, mais c'est la procédure judiciaire aussi. Ou alors, à l'amiable, on peut essayer de gratter du côté de la personne qui doit de l'argent. Mais vous ne pourrez pas obtenir sa condamnation en justice si vous voulez aller en justice, c'est pas possible. Parce que vous n'avez pas de lien de droit direct en fait. Et s'il y a une délégation de paiement signée des 3 parties? Avec des délégations de paiement, c'est différent. Parce que là, c'est signé. Ouais. Donc vous avez la possibilité d'agir contre la personne qui est tenue au paiement, même si ce n'est pas votre client direct. Mais il faut qu'il y ait une délégation qui soit payée, qui soit signée, pardon. Et si le maître d'œuvre a déjà versé l'argent à celui qui nous le doit,
on peut plus faire de saisie entre les mains. là-dessus. Bah non, il va vous dire qu'il s'est déjà libéré lui de son Ouais. paiement, donc il doit plus rien à la personne en question. Et donc la seule issue, c'est d'assigner notre client, en fait, celui qui s'est porté garant du défaillant. C'est ça. D'accord. Après, dans des schémas comme ça, ce qui est important, c'est de bien expliquer, notamment quand on est justement dans cette phase amiable, en sachant que la phase amiable, on l'a fait, sauf si nous, le client nous dit « Non mais c'est bon, j'ai déjà tout tenté, maintenant on ne discute plus, vous allez directement au tribunal », bon bah ok, pas de souci. Mais sinon, de façon générale, on fait toujours une phase amiable avant d'engager une procédure. Et dans des cas comme ça, c'est bien d'informer l'huissier ou la personne qui fera votre recouvrement pour lui expliquer le contexte et lui donner bien les coordonnées des différentes entités, parce qu'on va appeler la personne directement qui doit directement vous payer, mais si jamais ça marche pas ou quoi, on peut appeler au-dessus en leur expliquant en fait la situation, voilà le problème, et donc est-ce que vous pouvez essayer d'intervenir, de faire le lien, d'essayer de comprendre, et ça peut marcher, donc il faut bien quand même donner les coordonnées, parce qu'à l'amiable on peut le tenter, c'est sûr. Moi j'ai un cas, j'ai un client qui m'a fait travailler pour remettre en état la carrosserie de sa voiture avec une déclaration à l'assurance, passage d'expert, tout est ok, on est conforme au niveau de la facturation. Donc comme je ne suis pas garage agréé, je ne serai pas payée par l'assurance, et donc j'ai son chèque en attente de 7 500 €, et en fait il n'est toujours pas remboursé de l'assurance qui, moi quand j'essaye d'appeler, me dit rien. Elle ne veut pas me donner le pourquoi du comment, enfin pourquoi le client n'est pas payé. Moi je ne veux pas encaisser son chèque de 7 500 parce que je ne veux pas le mettre dans l'embarras. J'ai quoi comme recours après? Alors lui, il essaye d'appeler, de se battre régulièrement, il m'appelle en me disant, bon, je les ai eus, voilà. Mais, et ça date depuis le mois d'octobre, et voilà, je peux toujours pas encaisser mon chèque, et moi j'ai payé mon sous-traitant, mes pièces, tout, et voilà. Vous avez fait la demande avec la cessation de créance. Parce qu'on a le droit de faire une cessation de créance sur le client, en fait, cède la créance au nom de l'assurance, Ouais. et du coup tu demandes de l'argent directement à l'assurance. Avec un papier du Ça, je client. sais pas, j'ai pas fait. C'est le CNPA le fait, ils ont Ouais. le fichier. Bon. Ok. Oui, ça c'est possible. C'est possible de le faire comme ça. Après, vous avez la possibilité d'encaisser le chèque. Pour faire réagir, c'est un peu plus radical, mais... En plus, c'est des amis, alors je veux dire, Mais, voilà quoi. J'ai perdu un ami. Ouais, c'est un peu moins. Ouais, mais en même temps, parce qu'il y a des gens qui nous font des arnaques de 500 €. Non, mais il y a cette solution qui peut être intéressante. Après, il faut voir si les assurances l'acceptent, parce que des fois, les assurances acceptent... Ah, ils n'ont pas le choix, non, c'est le CNPA s'est battu pour cette loi, et c'est la session de créance, c'est une obligation. D'accord. Oui, bah donc c'est une solution qui peut être... Le dossier est à l'étude, mais à l'étude de quoi? Ils ne savent pas lui répondre. Personne ne lui dit rien. Alors là, on lui a demandé son contrôle technique, ça fait 8 jours qu'il l'a envoyé, il n'y a toujours pas de nouveau, quoi. Et l'autre jour, je les ai appelés devant moi avec le haut-parleur, et la nana, elle s'est dit, c'est à l'étude. À l'étude de quoi? L'expert, il a rendu son rapport, ma facture est conforme au centime près. Donc je vois pas ce qui pose problème pour payer cette facture, puisque de toute façon, j'ai... Obligation de payer. Voilà, j'aurais fait une facture 1 000 € plus chère que ce qu'a demandé l'expert, je veux bien, mais c'est même pas le cas, quoi. Donc, Bah là, il peut y avoir effectivement la session. La session peut être intéressante, mais par contre, vous ne serez pas payé plus vite, vous serez peut-être pas payé plus vite que votre client, quoi. Donc, voilà. après, c'est surtout, mais après, vous serez l'interlocuteur direct, et donc potentiellement, ils vous donneront j'aurais déjà peut-être plus après d'infos, un et mois de discussion ça sur permettra de l'assurance faire que bouger j'ai un pas peu plus actuellement. vite, quoi. On pourra voir cette présentation. Oui. Oui, elle sera disponible sur notre site internet. Merci. Moi j'ai une question aussi. Bon, c'est vrai que c'est une mémé, elle me doit dans les 104 €, donc c'est pas énorme. Je lui ai fait une lettre de rappel, une fois, 2 fois, une mise en demeure, et je l'ai eu au téléphone, parce qu'en fait nous sommes intervenus sur son circuit de chauffage, et là elle se plaint qu'elle n'a pas d'eau chaude à son robinet, que ça coule un pipi de chat, et pour elle c'est la même chose. Je lui ai dit non, c'est pas la même chose. Elle attend que nous intervenions sur son robinet pour nous payer la première facture. Et elle s'est en tête, et elle est même allée jusqu'à me dire, je vois ça avec le maire, et elle m'a raccroché au nez. Donc, à part aller à la plateforme ou laisser, je me suis même posé la question, lui dire, on vient tel jour, on récupère le chèque, et on s'en va.
Bah là, clairement, c'est un dossier à l'amiable qui marche bien. Mais plutôt, pour le coup, enfin, cette plateforme, elle est bien, mais sur des cas comme ça, le petit cas qui a bien sa spécificité, ça peut marcher parce que la petite mémé, elle peut avoir peur du courrier en tête huissier, donc elle peut se dire ah mince, et donc elle peut envoyer le chèque, ça peut marcher. Mais là, de passer en direct par l'huissier, ça peut être intéressant parce que bon, pour 104 €, on ne se déplacera pas tout de suite, mais on enverra déjà un courrier recommandé. Non mais je vous le dis quand même clairement, je dis ça. On va lui envoyer un courrier recommandé et surtout on va l'appeler. En plus c'est sur le plateau là-haut. On va l'appeler et on va lui dire, on va lui dire, et en fait il y aura un autre interlocuteur et donc si vous voulez l'affect qu'il y a autour, nous on l'aura pas. Donc on n'a pas le même discours forcément que ce que vous allez avoir avec elle. Nous on la connaît pas, on l'a jamais vue, donc on sera moins, je vais pas dire attendri, c'est pas forcément le mot, mais on sera moins dans le subjectif en fait de l'histoire. Et donc parce que j'étais au lycée de la Mure et ils m'ont dit qu'ils prenaient 50 à 60 € de frais. Alors si c'est pour qu'il me reste 40 € sur la facture, ça sert un peu à rien. C'est le problème c'est le problème des factures qui sont aussi basses. En dessous de 300 €, c'est hyper compliqué. En dessous de 300 €. Oui, c'est une histoire de principe. C'est ça. Nous, sur les créances qui sont en dessous de 300 €, on prend 40 €, mais ça c'est libre pour chaque huissier. Mais parce qu'il y a quand même le temps d'ouvrir le dossier, de préparer le courrier, de passer un coup de fil. Voilà. Donc il y a forcément un petit quelque chose à payer et quand on est sur des petites créances, c'est toujours assez compliqué. En fait, il faut partir avec le chèque quand on a fait la prestation sur les petits Ah, ça montants. c'est clair. Sinon, Sur les petits montants, il faut partir avec le chèque, c'est clair. C'est là le premier coup, elle me disait, quand je lui ai envoyé le premier appel, ah mais il y a les fêtes de Noël, j'ai pas l'argent. Je fais, mais vous m'auriez déjà envoyé la moitié le premier mois, le deuxième mois l'autre moitié, vous auriez déjà payé. Là, après, et maintenant c'est son robinet d'eau chaude. Voilà, mais elle a toujours quelque chose. Mais ça c'est vrai, partir sur des petites sommes, partir avec le paiement, c'est clair que c'est ce qu'il faut faire. Ouais, mais bon, après mon mari, suivant le temps qui reste, etc., il va pas aller au fourgon calculer en disant bon bah j'ai besoin de temps et voilà quoi. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Je vais l'appeler, mais mon mari ne va pas intervenir sur son robinet. On va prendre le chèque et on s'en va. On ne veut pas entendre. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu présent aujourd'hui. Je vous ai fait part d'une invitation pour le prochain atelier du mois prochain. C'est autour du plan épargne retraite. Du coup, comme ça, vous aurez le temps de voir. Ça va être trop tard, Antoinette. C'est trop tard pour toi. Voilà, vous pouvez boire donc un dernier petit café avant de partir si vous voulez. Et puis, merci encore et bonne fin de journée à vous. Merci à vous pour votre attention. Merci.